Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, je vous avouerai très franchement que cette vidéo, elle a été difficile à faire, j'en suis à la 7e version. Pourquoi la 7e version? Parce que les choses vont tellement vite que on peut très bien dire que tous les jours il se passe quelque chose qui vient s'incrémenter sur une évolution avec des liens qui ne sont pas négligeables en ce qui concerne aujourd'hui la période très trouble que nous sommes en train de connaître. Donc je vais essayer d'aller au plus concis, au plus simple possible, et je vous invite, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, d'aller les voir parce que je ne vais pas revenir sur certains détails dans cette vidéo concernant l'évolution des choses. Alors en ce qui concerne les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que le mouvement Black Lives Matter a été repris en main, c'est-à-dire que là aujourd'hui il y a beaucoup moins de pillages ou d'incendies dans les différentes villes où sont encore organisées un certain nombre de manifestations. On est néanmoins aujourd'hui sur une très grande clarification à vouloir attaquer tous les symboles qui sont caractéristiques de l'histoire américaine et plus particulièrement liés à l'esclavage. On est évidemment... Ceux qui sont les plus ciblés, c'est évidemment tous les sudistes, c'est-à-dire toute la culture sudiste, d'où cette tendance à vouloir déboulonner des statues de personnalités, de personnages historiques liés aux confédérés. Nous avons vu un certain nombre de statues qui ont été déboulonnées. On a même vu la statue de Christophe Colomb qui a été descendue, puisque aujourd'hui, chez les progressistes, Christophe Colomb est tenu pour responsable du génocide des différentes peuplades ou tribus natives. Nous avons également la statue de Richmond en Virginie, qui devrait normalement être descendue, qui est une grande statue du fameux général Lee. En effet, le général Lee a été un des personnages essentiels de l'histoire de la sécession sudiste lors de la guerre civile au XIXe siècle. Mais ça a été quand même celui qui a mis un terme à la guerre, c'est-à-dire c'est quand même le général Lee qui a décidé à un moment donné d'arrêter le combat, parce que reconnaissant que de toute façon c'était cause perdue et qu'il fallait limiter la casse et qu'il fallait éviter d'envoyer plus d'hommes se faire tuer inutilement. Donc voilà, quand on a un petit peu de notion historique et qu'on a une petite connaissance un petit peu sur certains détails et points de détail de l'histoire, ça change un petit peu des discours très galvaudés, très généralisés qu'on entend de plus en plus aujourd'hui pour nous faire admettre une idée ou un concept concernant la considération qu'on doit avoir à l'encontre d'un certain nombre de personnages. Puisque aujourd'hui, de toute façon, on est en train de voir émerger ce que l'on a pu déjà sentir depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire des gens qui ont une fâcheuse tendance à réécrire l'histoire pour servir la sauce idéologique actuelle. C'est ces mêmes gens qui aujourd'hui vont vous convaincre que Napoléon était un dictateur, que De Gaulle était un raciste, ou que encore je ne sais quel autre personnage qui pourtant a un certain aura dans l'histoire, une certaine présence, on va dire, importante dans des choix ou dans des décisions ou dans des orientations qui ont eu aujourd'hui des influences sur notre monde moderne d'aujourd'hui. C'est par exemple ce qu'on a pu voir en Grande-Bretagne, c'est-à-dire des gens qui considèrent Winston Churchill, par exemple, comme étant peut-être un victorieux contre le fascisme, mais que la guerre c'est raciste. Vous voyez, on en arrive aujourd'hui à cette émergence qu'on a pu sentir pendant ces 20 dernières années dans des discours de comptoir, dans des discours de soirée, mais qu'à la limite on se dit, bon, bah, les pauvres, de toute façon, laissons-les dans leurs conneries. Sauf qu'aujourd'hui, leurs conneries, ils sont en train de la revendiquer. Ils sont en train de l'exposer, ils sont en train de la justifier, que si vous allez à l'encontre de leurs idées, si vous allez à l'encontre de ce que eux croient dur comme fer, eh bien, vous êtes obligatoirement fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes un membre de l'extrême droite.
Donc aux États-Unis, on est actuellement dans cette situation où on essaie d'orienter un petit peu les colères maintenant vers des symboles finalement, pour apaiser. Alors est-ce que c'est pour apaiser ou pour acheter de l'électorat? On a vu beaucoup de démocrates, on a vu des chambres de la représentants, on a vu même la porte-parole du mouvement démocrate du Parlement mettre le genou à terre avec en plus une écharpe africaine. Donc voilà, on est aux États-Unis dans cette situation où ça part à volo, où évidemment les médias sont très complices d'essayer de nous vendre la sauce. Et aux dernières nouvelles, eh bien, on a cette fameuse Chaz, la Chaz qui est une zone autonome qui s'est proclamée autonome à Seattle, où vous avez aujourd'hui, alors quand vous avez aujourd'hui des gens qui visitent un petit peu cette zone qui s'est extraite par elle-même, qui s'est autoproclamée en dehors de l'autorité, soit de la municipalité, même voire du comté, voire même de l'État, voire même de l'État fédéral. Alors on voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur cette zone. Le fait est, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi quand même à filmer ce qui se passait dans cette zone. Et franchement, oui, c'est en fait, on est à la fois avec un mélange d'une sorte de courant hippie 2.0, mais avec des idées très clairement affichées d'extrême gauche. Oui, c'est une zone qui est aujourd'hui, on va dire, maîtrisée, décrétée par des gens qui se proclament de positionnement idéologique et politique d'extrême gauche, donc évidemment avec tous les discours assez utopiques, assez réels. Alors il y a beaucoup de gens qui trouvent ça sympa, qui trouvent ça cool, ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a des idées dans la gauche sociale américaine qui sont très intéressantes et qui pourraient en effet être tout à fait légitimes pour essayer de redresser un petit peu la confiance de son peuple, l'unification de son peuple. Sauf que dans une société idéalisée telle que ces gens l'espèrent, il faudrait déjà soit faire une révolution, soit un coup d'État pour pouvoir mettre en place au moins les idées les plus humanistes et les plus sociales qui soient. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ces gens sont complètement hors sol et d'une utopie absolue, et que justement la conscience de certains les amène à en arriver à un positionnement très violent finalement, à user de la violence et user de la brutalité. On a par contre d'autres gens qui eux rapportent qu'en effet c'est l'anarchie la plus totale, quoi. C'est tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde apporte sa sauce, c'est-à-dire qu'il y a même des fois des gens qui militent sur des choses complètement contradictoires. Enfin, c'est l'exemple, oui. C'est pour ça que je dis un petit peu hippie 2.0, parce que si le mouvement hippie dans les années 70 a amené des points positifs en matière d'évolution des mœurs, etc., ils ont aussi amené une certaine forme de libéralisme des mœurs sans frontières, sans limites, sans garde-fou, on va dire. Hein. Et bien là, c'est à peu près la même chose, avec en plus de l'idéologie d'extrême gauche, avec tout ce que ça implique évidemment comme conséquence. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire que finalement la fracture de ce dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire vraiment une société très fracturée, elle l'est encore plus. Elle l'est encore plus avec cette prise d'intérêt, on va dire, cet opportunisme démocrate à tout bout de champ qui pousse des maires aujourd'hui à vouloir... alors vous avez le maire de Minneapolis par exemple qui veut supprimer la police department, sauf que aujourd'hui vous avez quand même des journalistes un tant soit peu de bon sens qui leur posent la question, mais vous allez mettre quoi à la place? Et ils sont incapables de répondre. Vous avez même un journaliste de CNN qui dit, mais demain, si vous avez un mass shooting dans un centre commercial ou dans une école, vous allez appeler qui? Hein, et ben, il y a une des membres du conseil municipal qui a répondu, la police département. Mais oui, mais si vous n'avez plus de police département, vous allez appeler qui? Non, mais on est en train de réfléchir sur une nouvelle structure, etc. Enfin, et le problème que ça pose, c'est que ces idées à la con, parce que c'est franchement une idée à la con, ces maires et ces gens qu'on peut caractériser de gauche, mais
progressistes, mais c'est vraiment des opportunistes. C'est-à-dire que là, c'est de l'opportunisme électoral qui sont en train de s'acheter. C'est qu'ils ne se rendent pas compte que les centres-villes, c'est pas des pauvres ou des middle class qui habitent les centres-villes. Ce sont des riches. Ce sont des riches. Ce sont des sociétés, ce sont des groupes, ce sont des consortiums qui investissent, qui achètent des terrains, qui font construire des buildings, qui amènent une certaine activité économique, on va dire, à ces villes. Si demain vous ne mettez plus de police, ou si vous mettez un ersatz de police, ou je ne sais quoi d'autre, mais qui n'arrivera fatalement pas à résoudre les problèmes d'insécurité, les problèmes de délinquance, les problèmes de drogue, il y a un moment donné où ça va dévaluer la réputation et la qualité d'une ville, et je ne pense pas que les gens qui investissent dans ces villes vont être tout à fait d'accord pour voir leurs investissements être dévalués parce que pour des intérêts idéologiques, pour des intérêts, des conflits d'intérêts, on va dire, politiques. Vous avez même les maires de Los Angeles et de New York qui veulent essayer de réduire, alors ils avaient prétendu qu'ils allaient réduire les budgets des police départements. Sauf que là, on commence déjà à avoir un petit peu de retour de flamme, c'est-à-dire que là, les mecs commencent à se rendre compte qu'économiquement, ça risque d'avoir des problèmes, parce que si c'est pour, par exemple, à New York, retrouver le Times Square des années 70, qui était en effet un lieu très touristique. Le Times Square, pour ceux qui ne connaissent pas New York, c'est là où vous avez tous les panneaux lumineux, les publicités, etc. Ce qu'on appelle parfois un petit peu à défaut Broadway. Même si Broadway est à côté. Mais dans les années 70, c'était devenu un véritable cloaque, c'est-à-dire que c'était véritablement un lieu assez malfamé, avec des dealers, de la prostitution, des bars malfamés, et voire même des cinémas porno. Donc, si vous voulez, il y a des gens quand même qui, à New York, dans le Manhattan, avec tous les investissements qui ont été faits, même au niveau des promoteurs immobiliers, etc., si demain la ville de New York repart dans une apparence de rue malfamée, etc., ça ne va pas le faire du tout. Je pense qu'à mon avis, ces maires-là, on ne leur laissera pas le temps de le faire. Moi, je pense, très sincèrement, et ça c'est mon opinion personnelle, je pense que, encore une fois de plus, ce sont des politiciens qui font de l'effet d'annonce, mais qui, à terme, n'aboutiront à rien, parce que réduire les effectifs de police dans des grandes métropoles, dans des grandes villes comme ça, c'est suicidaire. Pour vous donner un autre exemple, à l'inverse, aujourd'hui vous avez la maire de Chicago qui est complètement désemparée, parce que depuis plusieurs années maintenant, dans certains quartiers chauds de Chicago, là, pas dans le centre-ville même, mais dans les grandes banlieues, c'est quand même des grandes métropoles, ces villes-là. Ça fait depuis quelques années quand même que la criminalité augmente, et bien évidemment cette criminalité, elle va complètement à l'encontre aujourd'hui de cette mouvance, de cette tendance antiraciste, etc., qui sert plutôt la sauce au fait que les blacks entre les blacks sont beaucoup plus criminogènes que blacks entre blancs et blacks. Donc là, la maire de Chicago est complètement désemparée parce que la criminalité continue à augmenter. Et ils ont eu, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, un des week-ends les plus meurtriers qu'ils ont pu connaître depuis plusieurs décennies. Ils ont eu 18 morts, je crois, et plus d'une centaine de blessés. Mais souvent, voilà, ce sont des problèmes qui naissent au sein même de la communauté. C'est-à-dire que c'est des braquages, des agressions, des règlements de compte, des conflits familiaux. Et là, ça prend des proportions énormes. C'est-à-dire que finalement, ce qui est en train de se passer à Chicago et ce qui se passe aussi d'ailleurs dans les grandes villes américaines, c'est tout simplement le retour de bâton de la conjoncture économique qui a été aggravée avec le Covid-19. C'est-à-dire que si depuis plusieurs années, on nous chante que l'économie américaine repart, que regardez, l'économie américaine a de la croissance, etc., je vous invite à aller voir sur YouTube certaines vidéos d'Olivier Delamarche, qui est certainement l'économiste qui est le plus réaliste possible et qui en effet donne des éléments que vous pouvez vérifier, et en vérifiant vous vous rendez compte que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les chiffres aux États-Unis ne sont pas manipulés mais sont interprétés. C'est-à-dire que oui, on va vous dire par exemple que là pour Trump, en effet, Trump
remis de l'emploi sur le marché du travail. Oui, Donald Trump a permis la baisse du chômage. Le seul problème, c'est que si vous n'allez pas dans le détail, eh bien vous ne saurez pas que si, en effet, l'emploi est reparti, il est reparti tout simplement parce qu'on a libéralisé un certain nombre de critères au niveau du marché du travail, qu'on a énormément redéveloppé le temps partiel, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui ont supprimé des postes temps plein pour les remplacer souvent par des temps partiels. C'est ce que d'ailleurs on peut voir aussi en France. En France, c'est une pratique qui se fait actuellement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont en train de supprimer des postes temps plein pour les remplacer par des temps partiels, voire même un temps partiel et un temps partiel en contrat à durée déterminée ou en prestataire extérieur. En réalité, si vous voulez, c'est tout à fait symbolique d'ailleurs de ce que font les États-Unis. C'est-à-dire qu'on jongle énormément avec l'image, on fait énormément pour faire de l'emballage, mais une fois que vous ouvrez le paquet cadeau, à l'intérieur, c'est pas du tout l'image qu'on avait, c'est pas du tout l'image qu'on propose et qu'on présente en général à l'opinion. Et dont d'ailleurs un certain nombre d'économistes se servent très complaisamment pour vous dire, regardez, ça repart, etc. Non, ça ne repart pas. C'était il y a quelques années l'exemple de certains économistes en France qui disaient, oui mais regardez, aux États-Unis, le marché de l'immobilier repart, les Américains reconstruisent des maisons, etc. Alors ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, le marché américain de l'immobilier, qui était pourtant un marché sacralisé sur la maison individuelle, aujourd'hui vous avez à peu près 70% des constructions qui ne sont que des logements collectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez de plus en plus de constructions, ce qu'on appelle des combos, c'est-à-dire que ce sont des maisons, vous savez, c'est des maisons accolées ou c'est des modèles résidences qui sont construits, mais vous avez de moins en moins aujourd'hui de zones pavillonnaires, comme on le dirait en France, c'est-à-dire des maisons individuelles, où en général les promoteurs, ils construisent des lots de maisons individuelles à condition de réussir à les vendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour des questions de rentabilité, c'est-à-dire qu'au lieu de construire sur un lot, je dirais peut-être une vingtaine de maisons avec quand même un terrain suffisamment grand, on va dire, pour rendre et viabiliser le prix du terrain, si vous voulez, on rechigne énormément sur les terrains pour construire plus de maisons. Donc en fait, finalement, les gens sont un petit peu les uns sur les autres, avec des petits terrains derrière, c'est des petits jardinets, on va dire, ce qui est complètement à l'inverse de ce qui avait toujours été un petit peu les préceptes et les principes du concept du rêve américain de la propriété aux États-Unis. Là, on est dans une inversion complète de valeurs sur ce niveau-là, mais ça a permis évidemment à des gens de dire, regardez, ça repart, etc. Et justement, Olivier Delamarche faisait, oui, mais moi, quand je regarde le BLS, alors le BLS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet statistique américain dans lequel vous trouvez un grand nombre de chiffres liés à l'activité économique. Et Olivier Delamarche disait, oui, d'accord, l'immobilier repart aux États-Unis, les Américains reconstruisent, etc. Mais alors expliquez-moi comment ça se fait que les chiffres des ventes des magasins de bricolage, des magasins de matériaux de construction, etc., baissent. Il y a un truc qui ne marche pas là. Il y a un truc qui est illogique. Alors en effet, vous avez des zones aux États-Unis où l'immobilier repart. Je suis personnellement dans une zone qui, il y a 10 ans, vous pouviez trouver une maison, allez, on va dire une maison avec 2 chambres pour, allez, on va dire 90 000, 100 000 $. Aujourd'hui, ce sont des maisons qui se négocient à 150, 170 000 $. Pourquoi ? Tout simplement parce que la région dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a un développement économique qui s'opère grâce à une politique fiscale, sauf que cette politique fiscale, c'est évidemment moins d'argent dans un certain nombre de services sociaux, donc c'est moins d'argent qui rentre dans les caisses, donc forcément, donc ça, par contre ça a l'intérêt de faire revenir, de faire venir des gens dans la région, donc forcément il faut satisfaire en matière
d'habitat pour pouvoir loger toute cette population qui est en train de venir dans la région pour satisfaire la demande ou l'offre d'emploi qui est en train de se développer dans la région. Le seul problème, c'est que la plupart des constructeurs aujourd'hui en immobilier construisent des appartements ou construisent des immeubles résidentiels où le prix... Pour vous donner un exemple, vous avez énormément aujourd'hui de construction près de la ville de Charlotte, donc près du centre-ville, essentiellement dans les alentours d'un tramway, puisque le tramway permet d'accéder au centre-ville. Ce sont des appartements où vous avez en général, c'est une pièce avec une limite grand maximum 2 chambres, et encore vous avez peut-être, je sais pas, peut-être 90 ou 100 mètres carrés dans l'appartement, à des prix, mais vous vous dites, mais c'est à se flinguer. Là, en plus, à des prix où, des fois, vous avez, en bord de fenêtre, vous avez la voie rapide des automobiles, où vous avez l'avenue, etc. Enfin, c'est pas des endroits très calmes, on va dire. Et bien, pour le même prix, à 30 ou 40 km, vous avez une belle maison avec 3 ou 4 chambres en bord de lac. Vous voyez? C'est-à-dire que le marché marche complètement sur la tête. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de ce qu'aujourd'hui en matière économique, on a une fâcheuse tendance un petit peu à instrumentaliser, à détourner un certain nombre de valeurs, un certain nombre de chiffres, pour servir un discours qui en réalité n'est pas du tout le reflet de la situation réelle de terrain, de l'économie réelle, on va dire. Et donc, les plus impactés étant évidemment les populations afro-américaines, puisque vous avez dans la plupart des grandes villes des quartiers qui aujourd'hui sont en train d'être nettoyés, et quand je dis nettoyés, c'est bien dans le sens propre du terme, pour permettre justement à la spéculation immobilière de pouvoir s'installer. Pour vous donner un exemple ici à Charlotte, vous avez un ensemble de quartiers qui est du nord-ouest, qui sont des quartiers populaires, qui sont des quartiers parfois pauvres, où là, en effet, vous avez une forte proportion d'Afro-Américains, et bien ces quartiers-là sont en train, petit à petit, d'être rachetés, c'est-à-dire que vous avez des promoteurs immobiliers qui font une offre aux gens qui habitent dans ces quartiers, une offre évidemment avantageuse pour les dégager, et soit rachètent le terrain, rasent la maison et reconstruisent quelque chose, et du coup, ces Afro-Américains eh bien, sont poussés vers d'autres zones plus lointaines, plus extérieures. C'est-à-dire que finalement, il y a, dans certaines villes américaines, c'est pratiqué ou se pratique encore aujourd'hui, une forme de génocide, finalement, génocide de certains quartiers populaires. Pour vous donner un autre exemple encore plus connu, encore plus célèbre, si je vous dis Harlem. Vous connaissez Harlem, certainement de réputation. Harlem, c'est ce quartier de Manhattan qui se trouve géographiquement au nord-est de Central Park et qui avait mauvaise réputation parce que c'est évidemment le quartier des Afro-Américains de New York. Mais ce quartier aujourd'hui, dans certaines de ses avenues, de certaines de ses rues, ne ressemble plus du tout à Harlem. C'est-à-dire que vous avez évidemment une demande à New York qui a fait que les promoteurs immobiliers se sont déportés vers d'autres quartiers qui étaient des quartiers populaires, et finalement ils ont commencé à racheter des terrains, qui ont racheté des lots, des lopins de terre, etc., qui ont tout rasé, qui ont construit ou qui ont rénové, et qui aujourd'hui font une offre d'appartements qui est presque 5 fois ou 10 fois plus cher que ce que c'était avant. Donc du coup, la population afro-américaine pauvre, voire même de la classe moyenne, a été obligée de s'expatrier, soit dans le Bronx, soit du côté de Brooklyn, etc. Donc ce sont des phénomènes qu'on a vus également à Paris. Je veux dire, à Paris, aujourd'hui, si vous allez dans Pigalle, même si Pigalle reste un quartier relativement populaire, entre guillemets, vous avez certaines rues, certains quartiers qui ont complètement changé, qui n'ont plus l'aspect populaire qu'il y avait avant, et qui aujourd'hui sont des quartiers bobos. Donc ces phénomènes-là, évidemment, c'est de la spéculation, c'est de l'investissement. Pourquoi finalement je vous parle de tout ça? C'est tout simplement parce que ça joue aujourd'hui également sur cet aspect où on a une spéculation par rapport à une situation qui n'est plus du tout tendance, par rapport à la fois
à la situation économique actuelle à l'échelle internationale et à l'échelle nationale de certains pays, et avec ce que ça apporte aussi en matière de communautarisme. Puisque forcément, quand vous déplacez des populations, et ça on sait ce que ça a donné en France, puisque dans les années 70 et fin 60, 70 et 80, vous avez beaucoup de villes qui ont fait cette pratique, c'est-à-dire des quartiers populaires qu'on a voulu récupérer pour rénover, réhabiliter, voire raser et reconstruire, mais c'était des populations populaires avec une portion de population issue de l'immigration qu'on a ensuite déplacés dans des banlieues, dans des cités dortoirs, etc. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, même j'en avais déjà parlé dans une vidéo concernant les banlieues. C'est des phénomènes qu'on a connus aussi en France. Hein. Donc aujourd'hui, ces décisions, ces choix politiques qui ont été faits à l'échelle municipale et à l'échelle locale de certaines collectivités locales en matière de déplacement de population, parce que là c'est bien du déplacement de population, quand vous avez des quartiers entiers populaires que vous rasez parce que vous avez vendu les terrains à des promoteurs immobiliers qui vont vous coûter un truc à chier, bah, ces populations-là, il faut bien les recaser quelque part. Hein, je vous invite à voir sur Internet, vous avez aujourd'hui les archives de l'INA et vous avez des vidéos justement qui sont très intéressantes sur ce qui s'est passé à Paris dans les années 60 et 70, quand vous avez un ensemble de quartiers, le quartier des Halles par exemple, où vous avez aussi le quartier de la Défense, où justement on voit ça, on voit ces déplacements de population, c'est-à-dire que des gens qui avaient leur petite maison, qui payaient pas de mine, etc., bon, on leur a racheté leur maison, ou même des fois on les a expropriés, et qu'est-ce qu'on a fait? On les a recasés dans des appartements, dans ces cages à lapins, et déjà dans les années 70, vous avez des gens qui disent, oui mais c'est pas pareil, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie de quartier. Donc tout ça évidemment, alors je ne vais pas refaire une étude sociologique sur l'impact relationnel par la conception de l'habitat moderne qui a été appliquée à partir des années 50-60 pour faire une offre par rapport à une demande qu'il fallait satisfaire, mais qui fatalement, lorsqu'on a utilisé ces banlieues, on va dire, pour faire du brassage. Hein. Alors le brassage, il a bien fonctionné pendant un temps, et puis au bout d'un moment, c'est parti à la dérive, mais là encore, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, eh bien, ça remonte à la surface. C'est-à-dire que de temps en temps, depuis ces 20 dernières années, ça a remonté de façon ponctuelle à la surface. Mais là, aujourd'hui, on a des indices, on a des indicateurs, on a des marqueurs qui sont tous au rouge, et là, tout est en train de remonter. Donc à partir du moment où tout est en train de remonter, là, vous avez tout ce qui est conflits sociaux, tout ce qui est lutte de classe, tout ce qui est interférence idéologique, manipulation idéologique, conflits ethnico-religieux, etc. Et donc je reviens aux États-Unis pour revenir en France par la suite. Aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, on est en train de voir émerger ce que les démocrates, peut-être certains démocrates ont pensé, mais n'ont pas envisagé de voir la chose devenir totalement incontrôlable. Et du coup, ce qui se passe à Seattle, c'est que si les ultra-gauches, alors il y a un petit peu tout, il y a de l'antifa, du black blocs, des mouvements radicaux, afro, etc., ont créé cette fameuse zone à Seattle. Le problème, c'est que ça pose un énorme souci structurel, c'est-à-dire que comment des individus peuvent-ils extraire un territoire de l'autorité? C'est-à-dire que là, c'est de la sécession. C'est rentrer en sécession contre le système. Et là, ça pose un problème parce que la mère est complice, c'est-à-dire qu'elle a accepté. La chef de la police, elle, ne comprend pas. Donc, elle se dit, mais là, on est complètement dans un truc qui dépasse l'entendement. Vous avez dans d'autres villes également des conflits qui commencent à devenir des conflits politiques, à tel point qu'aujourd'hui vous avez certains conseillers démocrates qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont misé sur le problème racial vis-à-vis de la communauté afro-américaine pour déclencher
des mouvements pour déclencher une prise de conscience, pour déclencher une colère, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, une colère dans laquelle vient s'incrémenter, mais le problème c'est que ça a commencé à s'incrémenter, mais là ils ont repris un petit peu le truc, parce qu'ils se sont dit non, il faut surtout pas que ça devienne, que ça se transforme en mouvement de contestation populaire, c'est-à-dire que là on retrouve un ensemble de couches sociales, un ensemble de catégories sociales, économiques dans le mouvement contre le système, contre l'État fédéral, contre Washington, et plus particulièrement contre l'État profond, contre les lobbies, contre la finance, etc. Parce que là, évidemment, là, c'est la fin des haricots, donc il faut remaîtriser les choses. C'est pour cette raison qu'a eu lieu samedi dernier une grande manifestation qui rentre justement bien dans le moule, parce que Trump a annoncé récemment que désormais au niveau administratif ne serait reconnu uniquement que le sexe féminin ou le sexe masculin, mais le transgenre n'a pas valeur administrative. Une manifestation du Black Trans Lives Matter, c'est-à-dire que là, ça y est, ce que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo concernant le militantisme des fondateurs du Black Lives Matter, eh bien, il commence à incrémenter désormais aussi les problèmes liés au LGBT dans le mouvement. Et donc une grande manifestation a été organisée à Brooklyn samedi pour justement commencer à incrémenter les revendications des LGBT par l'intermédiaire, évidemment toujours dans le cadre du Black Lives Matter, pour essayer de refixer un petit peu une orientation de manifestation, de contestation, de revendication ethnico-sexuel, on va dire, puisque c'est quand même aussi un des combats des fondatrices du Black Lives Matter. Maintenant, revenons en France. Et bien en France, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on a vu l'exportation du mouvement en Europe, on a vu ce qui s'est passé à Londres, où pareil à Londres, là, c'est l'ultra-gauche qui a été à la manœuvre de façon assez violente. Et en France, eh bien, ce sont les Traoré. Les Traoré, je ne vais pas refaire l'état de la situation concernant les manifestations qui ont été organisées par les Traoré, qui étaient des manifestations interdites. Et même la dernière était interdite, mais tolérée. Et puis maintenant, ils se sont dit, bon, c'est bon, on est un petit peu dans la merde, donc le gouvernement a décidé d'abroger l'interdiction de manifestation. Et puis voilà, enfin, là on est dans un modèle où très clairement, aujourd'hui vous avez plein de gens qui l'expliquent de façon très claire, c'est qu'on essaie d'exporter le Black Lives Matter américain en Europe. Alors qu'en Europe, nous avons des problèmes de racisme, nous avons des problèmes d'antisémitisme, mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que on est en train d'exporter la violence policière, le racisme dans la police, pour en faire de la généralité. Évidemment, on a un con qui s'appelle Castaner, qui est au ministère de l'Intérieur, qui lui a eu un discours, encore une fois de plus, très glorieux, qui aujourd'hui pousse un grand nombre de policiers à exprimer leur colère et leur ras-le-bol. Mais ça, encore une fois de plus, je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire que c'est de l'instrumentalisation, c'est l'usage de l'autorité publique à des fins politiques et non plus pour une fonction propre qui est la sécurité et le respect de l'autorité de l'État et la sécurité des concitoyens. Donc, à force de manipuler, à force d'instrumentaliser à des intérêts idéologiques, eh bien aujourd'hui on est complètement en face d'une réalité, c'est que tout est complètement faussé. C'est que, en fait, notre pays, la République, a été mis entre les mains de gens qui en ont fait un jouet et qui ont cassé le jouet. Donc aujourd'hui, la République est menacée. Elle est menacée dans ses instances, dans ses institutions, dans ses valeurs, dans ses principes, voire même dans ses fondamentaux. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de voir des revendications, on est en train de voir des politiques, on est en train de voir des idéologies qui vont complètement à l'inverse d'un principe constitutionnel essentiel qui est que le peuple français est unique et indivisible. C'est-à-dire que la Constitution considère le citoyen, tout citoyen, égaux
sans distinction de couleur, de race, de religion, d'origine. Et bien là, on est en train de faire tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est en train de donner une revendication, on est en train de donner une légitimité à la reconnaissance au sein de la République de la couleur, de la religion, de l'origine, voire même faire usage de la victimisation, faire usage de l'histoire ou instrumentaliser l'histoire pour se faire valoir d'une position dominante ou de repentance vis-à-vis d'autres personnes. Et ça, malheureusement, je ne pense pas que la société française va l'accepter. Tout comme d'ailleurs la société américaine. Je rappelle, pour mémoire, que la population américaine, 328 millions, 76% de blancs, qu'il n'y a que 14% d'Afro-Américains, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de 49 millions d'Afro-Américains, dans la population américaine, qui, comme je me souviens du chiffre, c'est 250 millions de blancs. Bon, même si on estime peut-être aller, on va dire 50 millions de blancs qui partagent, soutiennent, je dirais, le mouvement Black Lives Matter, mais quand je dis soutien, c'est soutien indéfectible, sans réflexion, sans remise en question, etc. Ben, on en revient quand même à 200 millions de blancs. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 200 millions de blancs qui sont en train de regarder ce qui est en train de se passer dans les grandes métropoles américaines et qui se disent, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord de légitimer une victimisation afro-américaine pour nous faire valoir d'être coupables d'avoir ou de faire ou de penser. Donc, je pense qu'à mon avis, aux élections au mois de novembre, il va y avoir une très désagréable surprise. Même si, au plus profond de moi-même, je vais être tout à fait franc avec vous, je pense que les démocrates vont utiliser tous les outils qui sont à leur disposition, même les plus dangereux pour la démocratie américaine, pour faire élire Joe Biden. Je dirais même, parce que là on en a eu un exemple la semaine dernière, il y a eu un vote en Géorgie qui s'est très mal passé, parce qu'un certain nombre de bureaux de vote, comme vous le savez aux États-Unis, ils utilisent très souvent le vote électronique. Or, il y a beaucoup de bureaux de vote où les systèmes de réseau électronique sont tombés en panne. Comme par hasard. Et d'ici là, qu'il y ait de la manipulation à l'élection au mois de novembre pour bidouiller, voire de faire de la fraude, ce qu'on appelle du bourrage d'urne, aux États-Unis aussi, je crois que ça se dit aussi en France, pour faire gagner Biden, il n'y a pas des kilomètres. Et comme nous avons des grands leaders républicains qui ont décidé de ne pas soutenir Trump, etc., donc c'est clair qu'aujourd'hui, vous avez l'État profond qui est à la manœuvre aux États-Unis pour éliminer Donald Trump de la Maison-Blanche. Si jamais Donald Trump est dégagé de la Maison-Blanche, je pense qu'il va y avoir des conséquences à l'échelle nationale sur certains États. Je pense qu'il va y avoir des villes qui pourtant étaient des villes démocrates, des villes progressistes qui vont basculer républicaines. Je pense que les cartes politiques américaines vont être complètement chamboulées. Et je pense même qu'à l'échelle du pays, la confiance envers le paysage politique américain va être encore plus érodée qu'elle ne l'est déjà. Je pense que ce qui sera véritablement révélateur, c'est voir un petit peu les chiffres de l'abstention, le nombre d'inscrits et le nombre de votes, pour vraiment se donner, voir si les Américains se sont vraiment mobilisés pour dégager Donald Trump de la Maison-Blanche comparativement à l'élection de 2016, ou si au contraire, les Américains sont en train majoritairement de se renfermer sur eux-mêmes, ce qui risque de ne pas être très bon dans les années à venir si la situation économique s'aggrave de plus en plus. Je pense que le communautarisme va être le premier chaînon qui va être la cause d'un certain nombre de troubles au sein du pays. Tout comme en France d'ailleurs, je pense qu'en France ça va être le même problème. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille à tous les gens que je connais, je vous conseille à vous, si vous habitez une grande ville,
démerdez-vous pour quitter ces grandes villes. Aller dans des petites villes de province, quoique même en France, les petites villes de province, c'est pas sûr que ça sera épargné éventuellement de certains troubles. Des troubles d'ailleurs que nous avons pu constater à Dijon récemment. Là encore sur internet c'est assez intéressant de voir le traitement qui a été fait par les médias, de voir que vous avez même des gens sur Twitter qui, parce que les vidéos circulent, il y a de la manipulation, il y a du fake news, etc. Que comme par hasard les vidéos sont retransmises, sont retweetées, partagées par des gens assimilés ou considérés comme faisant partie des mouvements ou des mouvances idéologiques d'extrême droite, etc. L'air de dire oui non mais c'est de la manipulation, c'est faux. Non, c'est pas faux. Il n'y a pas que des gens de réputation d'extrême droite qui ont rediffusé les vidéos. Il y a des gens qui habitaient dans les quartiers, il y a des gens qui n'ont absolument aucun positionnement idéologique apparent, qui ont retweeté, qui ont rediffusé les vidéos, qui ont circulé. Alors évidemment, si vous avez vu les vidéos avec ces jeunes, avec leurs armes, etc., petite chose quand même, faire attention parce que il y en a certains, c'est pas des vraies armes, ce sont ce qu'on appelle des airballs. Hein, ce sont des armes d'air comprimé avec des petites billes en plastique, mais qui sont souvent dessinées de façon très réaliste. Mais néanmoins, il y en a qui ont des vraies armes. Hein. Puis de toute façon, qu'on soit bien clair, il faut savoir que dans les banlieues, quand vous avez des réseaux de drogue, etc., ce que vous voyez en général, c'est des pignoufs, c'est des pions, c'est des guignols. Derrière, ce sont des gens un peu plus structurés, un peu plus organisés, qui ont les moyens éventuellement de défendre leurs intérêts. C'est ce qui se passe par exemple à Marseille. Marseille étant aujourd'hui en guerre de territoire, où là tout d'un coup vous avez les Kalachnikovs qui sont sortis. Donc des armes d'assaut dans les banlieues, il y en a. Sauf que évidemment les mecs qui s'occupent, qui sont à la tête ou à la responsabilité de ces réseaux criminels, ils savent qu'il ne faut pas confier une arme à un gamin qui ne peut pas dire une phrase sans finir en ponctuant enculé ou bâtard, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas du tout suffisamment équilibrés, suffisamment matures pour avoir une arme sur eux. Ils sont capables de faire une connerie qui risquerait de mettre le feu aux banlieues. Parce que évidemment, les mecs qui font fonctionner les réseaux et qui font fonctionner les milieux criminels ne veulent pas. Donc ça, c'est une petite chose qu'il fallait rectifier immédiatement. Et donc voilà, c'est clair qu'aujourd'hui en France, vous avez eu cette histoire donc à Dijon, vous avez un jeune de 16 ans qui a été agressé par je ne sais plus qui, sauf que le gamin c'était un Tchétchène, et vous avez les Tchétchènes qui ont déboulé à Dijon, qui ont voulu en découdre. Là tout d'un coup, évidemment, on s'est dit mais où sont les racailles concernés, ils étaient à la maison bien cachés, et quand les Tchétchènes sont repartis, ces mêmes racailles sont sortis nous faire leur show avec des armes, faire tout péter, à foutre le feu, vouloir essayer d'en découdre avec les gendarmes du raid qui étaient en déplacement sur justement Dijon pour essayer d'éviter le problème. Et puis aux dernières nouvelles, il semblerait qu'il y ait eu des accords pour éviter le bain de sang, parce qu'évidemment, beaucoup de gens pensent que les Tchétchènes sont certainement beaucoup plus vindicatifs, beaucoup plus combattants et beaucoup plus fous. Hein. C'est vrai que les Tchétchènes sont des chiens fous, surtout que ce sont quand même des gens qui ont connu récemment une guerre, face à des racailles qui en général font preuve de leur violence et de leur sauvagerie que quand ils sont en bande. Hein, quand ils sont 2-3 et puis qu'il y en a 2-3 en face, en général, c'est des confitures. Hein, comme ça. Et donc évidemment sur les réseaux sociaux, eh ben, ça se bataille en matière d'idéologie, ça se bataille et même des fois on voit des documents ou des documents, je vois par exemple les Insoumis, les Insoumis, je pense que plus ça va, plus ils s'enfoncent. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent Ruffin, ou truc comme ça, j'ai envie de dire à François Ruffin, quitte ce parti. Dégage de ce parti, sinon tu vas... parce que je veux dire, François Ruffin a un certain potentiel. Après, on peut être d'accord, pas d'accord avec lui, mais au moins il est assez, je dirais, il est assez conforme à ses idées et à ses opinions dans son action locale. Mais bon, comme
en général, on le dit très souvent, hein, quand on veut évoluer dans le milieu politique, les institutions sont verrouillées de telle manière à ce que vous ne pouvez pas prétendre à devenir député sans vous affilier ou signer une carte du parti. Même si ça, peut-être aussi, ça va peut-être changer. Mais ça, pareil, il faut une certaine volonté des Français de faire changer les choses, parce qu'il n'y a que les Français qui peuvent faire changer les choses. Et puis, en matière de manipulation, vous avez aussi, aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 juin, il y avait une manifestation des soignants, ou des personnels de santé, etc. Et comme évidemment, ça la fout mal après la période de Covid, surtout après un discours de Macron où, en fait, ça a été du blablabla complètement démagogique, où encore une fois de plus, il a essayé d'embobiner les gens, mais sans dire que finalement, tout ce qu'il prévoit de faire, ça va être forcément des emprunts, ça va être forcément de la dette, etc. On a vu des antifas, voilà, des ultra-gauches qui ont commencé à foutre le bordel dans cette manifestation. Alors ce qui est... Moi j'ai envie de dire, un jour ça va arriver que... y en a qui vont en avoir ras-le-bol de ces ultra-gauches et qui, dans une manifestation, il y en a qui vont se faire zigouiller. Je veux dire, ça pourra finir que comme ça. Même aux États-Unis, le fait que lorsqu'il y a eu les manifestations Minneapolis, on a bien vu qu'il y avait des ultra-gauches qui étaient là. Vous avez même des Afro-Américains aujourd'hui qui dénoncent la présence de blancs ultra-gauches qui ont foutu le bordel. Je pense qu'un jour ou l'autre, il y en a, ça va mal finir pour eux. Donc voilà, on est dans une phase aujourd'hui où, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, c'est la 7e vidéo que je fais parce qu'à chaque fois il y a toujours des nouveaux éléments qui arrivent, etc. Autre information importante pour vous, je ne sais pas si vous l'avez vu, le gouvernement et l'Europe ont signé avec une société, un laboratoire pour un vaccin, c'est AstraZeneca quelque chose, etc. Sauf que cette société, il y aurait des liens avec Gilead pour que Gilead rentre dans le capital de cette société. Donc finalement, ce serait Gilead qui serait en train tout simplement de faire exactement comme ils ont fait aux États-Unis, c'est-à-dire verrouiller le marché européen de telle manière à ce que le professeur Raoul et sa chloroquine finalement dégagent. Aux États-Unis, pareil, Gilead a verrouillé il y a de cela quelques semaines le marché américain, si bien que tout ce qui est chloroquine aujourd'hui est en train d'être chassé, puisque la FDA vient de déclarer apparemment que désormais tous les soins et traitements faits à chloroquine ou hydroxychloroquine seraient interdits. Ce qui est quand même dommage parce que là aux États-Unis on est en train de connaître un nouveau petit pic de contaminés Covid-19, ce qui commence un petit peu à inquiéter évidemment le CDC américain, parce que évidemment c'est la conséquence d'un côté de certaines manifestations qui ont été organisées sans vraiment une responsabilisation des gens vis-à-vis de la situation, et puis aussi parce que quand dans certains États on a commencé un petit peu à déconfiner, même si le confinement aux États-Unis n'était pas complètement total, mis à part dans certains grands endroits, comme à New York par exemple. À New York, là, il y a eu vraiment un confinement presque total. On s'est rendu compte que les gens, il y avait des gens qui ne respectaient rien, qui n'avaient pas de masque, qui ne respectaient pas la distanciation, etc. Donc avec le temps, il y a un moment donné où la contamination, elle risque de reprendre. Tout ça parce que, par l'irresponsabilité, par l'immaturité de certaines personnes. Je vous donne un exemple. J'ai une collègue qui, avant le confinement, au mois de février, etc., me disait « Oui, ça, c'est un complot, c'est pas vrai, on était en train de manipuler les gens, etc. » J'ai appris que cette personne, sa mère, son père, ont été contaminés et elle a perdu, je crois, une grand-mère et un oncle. Et ouais, c'est un complot. Dommage. Donc aux États-Unis, petit relent, et évidemment en Europe, on a un petit peu peur quand même qu'il y ait une seconde vague, même si le professeur Raoul prétend qu'il n'y aura pas de seconde vague, mais il a tout à fait raison dans le sens où il n'y a pas de seconde vague, il n'y a pas de justification d'une seconde vague.
à condition, évidemment, qu'on respecte un certain nombre de règles d'hygiène et sanitaire, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans certaines situations, puisque je ne vais pas vous refaire le topo de la phase de déconfinement en France, où on a poussé les gens, attention, dans les bars, vous ne pouvez pas être à distance de temps, même les cinémas qui normalement, je crois, réouvrent 28 ou 26 juin prochain. Enfin, les règles sanitaires, ça va être un grand n'importe quoi, parce que finalement, les gens sont dans une proximité, dans les bus, dans le métro, dans les trains, dans les avions, donc, enfin, on est dans un truc, mais complètement débile, quoi. C'est-à-dire que, oui, en France, c'est clair qu'en France, on a un Premier ministre qui aujourd'hui est en train de protéger son cul pour ne pas devoir répondre de plaintes pénales face à ses décisions et sa gestion du Covid. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans une situation comme je pense qu'on n'a jamais connu des situations de crise aussi élevées, avec autant de ramifications dans des domaines aussi divers et variés. Et le tout évidemment, qu'un certain nombre d'éléments qui vous sont projetés sur un écran pour éviter que vous voyez derrière ce qui est en train de se passer, c'est que la situation économique est en train de s'effondrer. Vous avez aux États-Unis un grand nombre de sociétés, et non des moindres, qui sont sur le point de faire faillite. Déjà, vous avez un grand groupe de magasins, c'est un grand groupe équivalent un petit peu Galeries Lafayette, pour vous donner un ordre d'idée, qui s'appelle JCPenney, qui est aujourd'hui sous la loi de protection des faillites, puisqu'aux États-Unis vous avez cette fameuse loi de protection des faillites. C'est un peu une sorte, si vous voulez, de comment on appelle ça en France, de redressement judiciaire. C'est-à-dire que la société reste en activité en attendant de voir comment on peut saisir les comptes, voir s'il n'y a pas une possibilité de reprise ou de rachat, etc. Mais voilà, ça prouve que la situation est déjà bien catastrophique. On a également, alors apparemment aux États-Unis, les cinémas devraient réouvrir à partir de début juillet, mais on a déjà le plus gros groupe national d'exploitation qui s'appelle AMC, qui affiche des pertes assez importantes et qui est dans une situation en effet de quasi-faillite. Parce qu'évidemment c'est un cinéma qui a fait énormément d'investissements, comme on a pu le voir en France avec certains groupes nationaux qui ont fait énormément d'investissements dans des nouvelles technologies telles que l'IMAX, le 4DX, Dolby Atmos, etc. Mais le problème c'est qu'il faut rembourser, il faut faire de la rentabilité, il faut faire du chiffre d'affaires. S'il n'y a plus de chiffre d'affaires, alors quand vous avez en France des cinémas qui vont devoir réouvrir, mais en n'offrant que 50% de capacité pour assurer qu'il y ait bien un siège d'espace entre les gens, excepté pour les groupes de personnes, évidemment. Enfin, ça va être un bordel pas possible, parce que surtout, en plus, si vous avez le système de réservation, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte que si 4 personnes veulent, ou 3 personnes veulent réserver les places ensemble, oui, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui va gérer les sièges qui vont sur le côté, qui ne devront pas être réservés, qui ne devront pas être mis en vente. Enfin, c'est un truc... je leur souhaite bon courage parce que ça va être un sacré bordel. Donc aux États-Unis, et puis vous avez eu, je crois, il y a 2 jours, un rapport qui a très clairement annoncé qu'avant la fin de l'année, aux États-Unis, près de 80% des restaurateurs indépendants, donc restaurateurs indépendants, c'est hors chaîne, hors licence, hors franchise, genre McDo, Burger King, etc., ou comme en France vous avez Buffalo Grill ou des trucs comme ça. Là on parle de restaurateurs indépendants, c'est les gens qui ont ouvert un restaurant. 80% d'entre eux vont fermer avant la fin de l'année, ce qui est énorme. Là déjà aujourd'hui vous avez des restaurants qui ont déjà mis la clé sous la porte parce que de toute façon ils n'ont pas de trésorerie. Il y a même des fois, alors la situation pire pour l'anecdote, on a un restaurant qui est pas très loin, qui est un Hillbillies Restaurant, qui vient d'être construit, qui a été construit et qui au moment où il devait faire le grand opening, c'est-à-dire l'inauguration, paf, le confinement est tombé. Donc le restaurant n'a pas pu ouvrir. Et ce restaurant aujourd'hui il est fermé depuis 3 mois. Vous imaginez que le propriétaire qui a des emprunts, qui a des crédits, qui doit commencer à rembourser, il rembourse, mais sur quoi? 100 000 € sur 3 mois.
s'il n'a pas une trésorerie pour compenser, s'il ne négocie pas une suspension de remboursement temporaire en attendant d'ouvrir son établissement, le mec il est déjà mort. Et en France, je pense que ça va être pareil. Je pense qu'en France, déjà, on a un signe, apparemment la SNCF a annoncé que certaines lignes vont être supprimées cet été parce qu'il n'y a pas assez de réservations. On est au mois de juin quand même. Donc si au mois de juin vous avez des problèmes de réservation pour la SNCF qui est obligé de supprimer des lignes parce qu'ils n'ont pas assez de passagers, ça veut dire que les gens ne vont peut-être pas partir en vacances. Ils vont peut-être pas partir en vacances parce qu'ils ont peur encore du Covid, mais ils sont peut-être pas partir en vacances parce qu'ils n'ont pas les sous. Et même ceux qui vont peut-être partir, ils vont peut-être pas avoir les sous pour te claquer 70 ou 100 ou 120 euros au restaurant. Enfin bon, si vous voulez, là on est dans une situation où évidemment la pandémie est venue se rajouter sur une situation économique explosive qu'aujourd'hui les banques centrales essaient d'éponger en faisant de la planche à billets, etc. Et puis aujourd'hui, oui, toutes les manipulations d'intérêts idéologiques qui sont en train aussi de tout foutre en l'air finalement, et ça va pas être bon. Je pense que oui, aujourd'hui on peut catégoriquement et de façon quasi certaine dire que l'année 2020 va rester une année historique. Que dire de plus sur la situation, parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle est un petit peu difficile à faire parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont produits et qui ont quand même des liens par rapport de cause à effet sur l'évolution des choses. Les choses vont continuer à évoluer évidemment, surtout en France avec cette affaire Traoré qui est un truc mais qui va forcément avoir des conséquences à un moment donné, parce que je veux dire, c'est tout ce que ce gouvernement fait, le fait à contrarie de principes et de fondamentaux constitutionnels. Et comme le Conseil constitutionnel est constitué aujourd'hui d'un certain nombre de gens qui jouent aussi le jeu à la fois de ce gouvernement, mais aussi des intérêts européens, de casser les États-nations et de casser le gouvernement, de casser la souveraineté populaire, je pense qu'il y a un moment donné où les Français, il va falloir reprendre les choses en main, parce que c'est comme aux États-Unis. Je pense que là, aux États-Unis, si les choses, à un moment donné, ne sont pas reprises en main, je ne donne pas cher de l'Union, c'est-à-dire que je pense qu'à mon avis, il va y avoir à un moment donné des États qui vont faire sécession. C'est-à-dire qu'ils vont quitter l'Union. Ils ne vont pas accepter cette gabegie, surtout les États du Sud aujourd'hui, où la culture sudiste est clairement attaquée. Là aujourd'hui, on sait que maintenant le drapeau sudiste, vous savez, ce fameux drapeau américain en croix, comme ça avec les étoiles, aujourd'hui est interdit. Qu'aujourd'hui, il n'a plus le droit de citer nulle part. Mais alors, le problème, c'est que ça cause. Pour vous montrer un petit peu la stupidité de la chose, etc. Alors, je ne suis pas suisse, je ne suis pas pour la sécession, etc. Mais je pense qu'il y a des éléments de l'histoire, c'est de l'histoire. Donc après, qu'il y ait des gens qui se revendiquent d'une partie de l'histoire, qui dérangent un certain nombre de gens parce que c'était des gens esclavagistes, etc. Alors que, je rappelle, la guerre de sécession a d'autres origines plus économiques, conflictuelles entre les Américains du Nord et du Sud, dont l'esclavagisme a été un des arguments phares de lutte. Mais l'origine n'est pas l'esclavage proprement dit. Mais pour vous donner un exemple vraiment de l'idiotie de la chose, c'est que vous avez la ligue, ce qu'on appelle le NASCAR ici aux États-Unis. Vous savez, c'est ces grands circuits où les voitures tournent en rond très très vite, etc. On appelle ça les NASCAR ici aux États-Unis. Alors ça brasse énormément de millions et de millions et de millions de dollars, parce que quand vous voyez la taille des circuits, pour vous donner un ordre d'idée, je crois me souvenir que le plus grand stade aux États-Unis peut accueillir 80 ou 85 000 personnes. Bon, là, on est sur des proportions presque de 100 000 personnes.
Donc, vous voyez, c'est vraiment une économie très très développée. Et ils ont décidé que désormais, alors le problème du NASCAR, c'est que la clientèle du NASCAR, c'est quand même une population assez populaire et surtout assez conservatrice, et surtout dans les États du Sud, ça touche des gens qui sont assez fiers de la culture sudiste. Et les jours au lendemain, vous leur dites, bah, désormais le drapeau sudiste, il n'a plus le droit de citer, plus aucun signe distinctif de la culture sudiste. C'est comme si tu disais sur la ligue de basket aux États-Unis que la marque Nike est interdite. Mais non, mais alors je dis pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le problème. C'est que la raison économique est souvent primée aux États-Unis, mais là on est complètement dans un processus inversé. C'est-à-dire que là où avant les Américains étaient très conservateurs ou très protectionnistes à sauver des intérêts économiques, là on est en train de voir des progressistes en train de demander à des gens de se tirer une balle dans la tête. Ou se tirer une balle dans le pied, si vous préférez. Moi, enfin, il y a un moment, vous dites, ça va pas, il y a un truc qui colle pas. Hein, c'est comme si demain, par exemple au football, pour éviter qu'un ballon soit racialisé, on va mettre les ballons verts. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'un ballon vert sur une pelouse verte, il est où le ballon? Ouais, on en est là. On en est là aujourd'hui, aux États-Unis. Bon, en France, je ne sais pas trop si, mais on n'en est pas loin non plus, hein, je pense. On marche sur la tête, quoi. Sauf que le problème, c'est que les États-Unis, c'est quand même un pays avec des Américains de culture un peu différente suivant les régions, etc. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ce qu'il faut faire très attention, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans des grandes métropoles, dans des grandes villes. Mais ça n'est pas le reflet de ce qui se passe dans 80% du pays. Aujourd'hui, vous avez 80% du pays qui sont en train de considérer que ce qui se passe aujourd'hui avec les Black Lives Matter, c'est de l'instrumentalisation de la gauche. Il y en a même qui disent que c'est de l'instrumentalisation des communistes. Il y en a même des fois qui vont peut-être penser que c'est les Russes. Allez savoir, quoique ça serait un peu idiot, parce que les démocrates se sont tellement battus avec le Russia Gate que ça serait quand même dommage qu'on les accuse d'être manipulés par les Russes. Donc ça veut dire que vous avez quand même pas mal de gens aujourd'hui qui sont en train de se dire mais qu'est-ce que les démocrates sont en train de nous faire? Et que ça va peut-être inverser des valeurs pour le mois de novembre dans la tête de certaines personnes. C'est-à-dire des gens qui étaient peut-être encore indécis, mais des gens qui sont patriotes, aux idées progressistes, mais qui en ont un petit peu ras le cul de voir les démocrates toujours présenter des têtes d'affiche dont on ne veut pas, dont on en a marre de voir. Hein, parce que je rappelle, hein, Biden a été choisi parce que, c'est l'ex-vice-président d'Obama, donc en fait ils instrumentalisent un peu la nostalgie d'Obama sur la tête de Biden pour le présenter devant Donald Trump, et que deuxièmement parce que Joe Biden, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo de l'année dernière, je crois, Joe Biden est le seul candidat démocrate qui peut rafler le jackpot, c'est-à-dire recevoir les plus gros dons pendant la campagne politique. Hein, c'est ce qu'on appelle le pot, hein, c'est-à-dire le pot de financement, si vous voulez, politique, le pot de financement de campagne. Contrairement aux autres. Les autres candidats étaient surtout Bernie Sanders et Warren, même si pendant la primaire, ils ont pu présenter un bilan de promesses ou de fonds assez conséquents, leurs idées n'auraient pas fonctionné. Ils avaient des idées beaucoup trop sociales, des idées beaucoup trop de gauche, voire même vers la fin, on a commencé à entendre des critiques, les critiques de Warren et de Sanders les accusaient d'être des communistes. Enfin, vous voyez, vous êtes là, mon Dieu, mais où est-ce qu'on est? Dans quel pays on vit? Ça devient paranoïaque, quoi. C'est de la paranoïa, de toute façon. On est dans un pays de paranoïaque. Et donc Biden, aujourd'hui, mais le problème, c'est que vous avez quand même, allez, sans mentir, je pense qu'il y a au moins les 2/3 de l'électorat démocrate qui ne veut pas de Joe Biden. Alors après, la proportion dans ces deux tiers, quels sont ceux qui vont voter par dépit?
par obligation de se sentir obligé de voter parce qu'il faut sortir Trump de la Maison-Blanche. Combien n'iront pas voter? Combien iront voter Donald Trump parce qu'ils ne veulent pas de Joe Biden? Vous voyez, pour l'instant, c'est la question aujourd'hui. C'est que proportionnellement, on ne sait pas. On ne sait pas si ceux qui n'ont pas été votés en 2016 vont quand même venir voter pour dégager Trump. Mais voilà. Après, en face, pareil, en face, chez les Républicains, même si l'électorat de Donald Trump s'est considérablement érodé pendant ces 4 ans, là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec Black Lives Matter, avec les émeutes, les pillages, les incendies, les lynchages, est-ce que ça ne va pas faire revenir finalement ceux qui avaient quitté le giron Trump, les faire revenir, voire peut-être faire revenir d'autres qui n'étaient initialement pas pro-Trump, mais qui vont se dire non, moi, il est hors de question de voir Biden à la Maison-Blanche si c'est pour avoir ce genre d'énergumène diriger le pays. Et finalement provoquer la division du pays, parce que là, on est vraiment dans du communautarisme à fond. On est dans la division par la racialisation de certains problèmes, même économiques. Hein, il y a certains aspects économiques qui n'ont rien à voir avec la race, mais on va les racialiser quand même. C'est-à-dire c'est la faute des Blancs. Hein, c'est parce que les Blancs sont incapables. Parce que les Blancs font du communautarisme, parce que les Blancs ont fait de l'esclavagisme, parce que les Blancs font de la discrimination sociale. Et en France, c'est ce qu'ils veulent en France, exporter. Parce qu'en France, de toute façon, vu l'état du gouvernement, et vu les compétences, et vu la qualité du gouvernement, et vu la qualité de son président, je suis désolé, mais il va falloir qu'il trouve une solution pour vous occuper. Parce que moi, je vois mal Macron rester jusqu'en 2022, qu'on soit bien clair. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous rappelle que l'Union européenne aujourd'hui, Macron en a parlé dans son discours, il a dit oui, il vous promet ceci, on va faire cela, mais au final, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, mais on le fera avec l'Europe. C'est pas lui, président de la République française, pas la France qui va le faire, ils vont le faire avec l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de mutualiser les dettes. Sinon, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que ça veut dire qu'il endetterait encore plus le pays. Je rappelle, la France, hein, vous êtes, alors il y en a qui disent 120% du PIB. En fait, actuellement en France, vous êtes à 133% du PIB d'endettement. Et ça en un an. Il y a un an, on était encore à 98-99%. Là, avec le Covid, pouf, tout est remonté à la surface. Hein, Et donc là, la solution, c'est de mutualiser les dettes à l'échelle européenne, sauf que le problème, c'est que mutualiser les pays qui s'en sortent encore pas trop mal, comme les Pays-Bas, comme la Suède, je crois, Suède, Norvège, Danemark, je ne sais plus lequel des trois n'est pas dans l'Europe, je crois que c'est le Danemark qui n'est pas dans l'Europe. L'Allemagne, l'Allemagne est un petit peu en porte-à-faux, mais enfin, vous avez un certain nombre de pays qui ont dit très clairement, ouais, mais attendez, nous, hors de question qu'on mutualise les dettes pour payer les conneries des autres. C'est-à-dire que là, on a une confrontation, en fait, imagée, hein, du Nord contre le Sud. Les pays du Nord, pays du Sud. Je dirais même plutôt culture anglo-saxonne, nordique, contre pays latins. Voilà. Donc, tous ces pays-là, alors l'Allemagne, elle, son intérêt, c'est quand même de... Sans la France, l'Allemagne ne peut pas tenir l'euro, c'est clair. Donc, elle a besoin de la France. Mais vu la pression qu'elle a des pays nordiques, de dire, ouais, mais attendez, nous, hors de question, on n'accepte pas ce genre de plan parce que... Ou alors, on demande, on exige de l'austérité de la part des pays du Sud. Donc, ça veut dire exiger l'austérité à la France. L'austérité, hein, ça vous parle? Ce qui s'est passé en Grèce, hein, souvenez-vous, je rappelle, la Grèce est actuellement à 160% encore d'endettement de son PIB. Hein. La France 133, hein. On n'est plus très loin. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les Allemands vont se dire, bon, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On laisse tomber? On ne va pas se suicider pour cette Union européenne, pour cet euro, ça devient ingérable. Il y a trop de pays en endettement, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, sinon l'euro va exploser en plein vol tôt ou tard. Donc attention, les Allemands,
je vous le dis, hein, je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant, mais les Allemands sont prêts éventuellement à nous la jouer à l'envers. Qu'on soit bien clair. Si demain l'Union européenne se pète la gueule, si demain l'euro se pète la gueule, si demain la BCE est en panique et qu'elle ne peut pas sauver les banques qui vont tomber, explosion. D'ici notre prochaine vidéo, je vous souhaite du bon temps et comme d'habitude, portez-vous bien.